And we're live from the living room as Doug eyes up the match day spread. He's reaching for the buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. C'est mon amie Lulu, une amie de très longue date puisqu'on se connaît depuis qu'on est adolescente, qui m'a donné l'idée de faire ce podcast et il y en aura d'autres puisque je vais vous raconter l'histoire de chacun de mes chevaux qui ont été dans ma vie. Et notamment ce soir, on va parler de Gitan, mon premier cheval. Et je tiens à remercier très chaleureusement ma Lulu pour cette très bonne idée parce que je n'y avais pas du tout pensé. Et elle m'a dit j'adorerais écouter l'histoire de Gitan, de Whitney, de Paloma, de Tifozo, etc. Donc ce soir, on va parler dans l'ordre de Gitan, mon premier cheval. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai monté à poney petite, mais très peu de temps puisque j'ai dû monter moins d'un an. Mes parents n'avaient pas beaucoup les moyens pour me payer des cours de poney puisqu'à l'époque ça coûtait assez cher. Et je me souviens avoir fait une chute un peu spectaculaire. Ma maman venait quasiment à tous les cours et j'avais eu peur. Et au lieu de remonter, ma maman m'a dit « Est-ce que tu veux continuer ?» J'ai dit non et du coup j'ai arrêté. J'ai repris les cours d'équitation adolescente vers 15-16 ans parce que ça me manquait, j'avais vraiment envie, vraiment de faire du cheval. Et ma mère m'a dit à ce moment-là « Non, on n'a pas les moyens, on ne peut pas te payer tes cours d'équitation, donc débrouille-toi ». Et j'ai fait quelque chose qui n'est pas très bien, j'ai pris l'argent de mes bourses d'études à l'époque pour pouvoir me payer mes cours d'équitation. Et au lieu de m'acheter les bouquins, je me payais les cours d'équitation. Donc c'est pas très bien, mais j'ai détourné l'argent de mes études pour me payer mes cours d'équitation, qui au passage m'ont servi, puisque aujourd'hui j'en ai fait mon métier. Donc finalement, c'était un petit peu pour les études. Donc j'ai continué à faire de l'équitation à 15-16 ans. Et j'ai pris des cours, donc je suis repartie de zéro, je ne savais pas du tout monter à cheval. Et j'ai monté petit à petit les échelons, pas sans mal parce que je suis tombée sur une monitrice d'équitation qui était un peu compliquée et on s'est elle pouvait pas me blairer, clairement, on va dire les choses comme ça. Et du coup, je me suis quand même accrochée. Et au final, elle m'a plus donné envie de m'accrocher et de prouver que j'étais capable que d'abandonner, quoi. Mais alors, ça n'a pas été c'était pas facile parce que j'avais pas des prédispositions, j'étais pas hyper douée dans l'équitation, quoi. C'était pas un talent inné. Et c'est vrai que j'ai un peu galéré, surtout en saut, j'avais beaucoup d'appréhension. J'ai un petit problème comment dirais-je, c'est pas de la proprioception, mais j'ai du mal à me situer dans l'espace, donc je connais pas ma droite de ma gauche. Très régulièrement, je suis obligée de réfléchir, donc c'est assez compliqué. Et en plus, j'ai du mal à me situer dans l'espace. Donc pour une reprise de dressage, par exemple, c'est super complexe. Ou pour voir mes foulées, c'est pareil, c'est très compliqué, il faut vraiment que je fasse un super effort. Ça doit avoir un nom, ce truc-là, mais bref, j'étais pas très douée, mais je me suis accrochée. Et mon rêve ultime, c'était d'avoir mon propre cheval. Et j'ai commencé donc par prendre une demi-pension au centre équestre où j'étais, elle s'appelait Vague, je me rappelle, c'était une petite ponette alezan. Elle était trop mignonne, elle était super franche, super facile, super gentille. Enfin, elle avait tout, cette ponette, elle était incroyable. J'étais amoureuse d'elle et du coup, je me suis payée ma demi-pension. Et puis, bien sûr, il y a un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'achète mon premier cheval.
Et ça, c'était mon rêve. Donc, j'étais encore étudiante, hein, j'avais 17-18 ans quand je rêvais de ça. Et je me suis toujours dit que le jour où je travaillerais, je m'achèterais mon propre cheval. Et c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, puisque du coup, j'ai quitté mes études assez tôt. J'ai fait un BTS, je me rappelle, tourisme à l'époque, et j'ai quitté mon BTS. Vous allez dire, c'est complètement con, vous avez raison, à 3 mois de l'examen. Je l'ai quitté parce que, je sais pas, espèce de burn-out des études, j'étais pas à ma place, j'étudiais pour travailler dans une agence de voyage et clairement, ça me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, voilà, c'est parti, je pars faire des études à l'université et pour me payer mes études, je vais travailler. Et je me suis mis donc dans le monde du travail, à travailler. J'ai commencé mes études à l'université, mes études de langue, et j'ai travaillé le week-end. Et après, j'ai commencé à travailler le mercredi, où je gardais une petite fille le mercredi et certains soirs de la semaine. Et le week-end, je travaillais au McDonald's. Et de fil en aiguille, j'ai décroché petit à petit dans le scolaire et j'ai arrêté mes études au bout d'1 an à l'université pour aller travailler au McDo. Cette période-là, j'étais vraiment perdue, mais je gardais toujours en tête que je voulais m'acheter mon premier cheval, je voulais travailler, etc. Et c'est vrai que pareil, les études à l'université, ça me montrait qu'il fallait faire des longues études avant de travailler, et moi je voulais être dans le marché du travail. Et puis vu que je travaillais au McDo depuis plusieurs années pour me payer mes études, je me suis dit à l'époque, ils m'ont proposé une place en CDI à 30 heures par semaine. Et j'ai accepté. Et j'ai arrêté mes études. Et à partir de ce moment-là, je me souviens très bien. Donc j'étais avec quelqu'un, on habitait ensemble. Et lui, il travaillait, il était plus âgé que moi, donc il travaillait depuis 1 an ou 2. Il était autonome. Et puis moi, j'étais encore en études et je travaillais le week-end. Et là, je devenais autonome aussi. Et je me souviens en avoir discuté avec lui et lui avoir dit, écoute, maintenant je suis autonome aussi, je voudrais réaliser mon rêve, je veux m'acheter mon premier cheval et je vais m'acheter mon premier cheval avec mon premier salaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais très peu d'argent de côté, je crois que c'était ridicule, je devais avoir genre 500 € de côté. Et avec mon premier salaire, qui avoisinait les 650 balles ou les 750 balles, un truc comme ça. Je gagnais, mais vraiment, c'était la misère. Et je me souviens avoir pris le peu d'argent qui me restait de côté. C'est inconscient, hein. Au passage, je tiens à dire aux gens qui m'écoutent que c'est totalement inconscient, parce que ce n'est pas le prix du cheval qui coûte cher, c'est l'entretien, la pension, les soins s'ils tombent malades, et je n'avais vraiment aucune idée de ça. Et moi, je partais du principe que j'allais utiliser toutes mes économies plus mon premier salaire pour me payer mon cheval, quoi. Et j'allais payer la pension de mon cheval avec mes 650 € par mois de salaire, quoi. Et le reste, je le versais à mon copain, quoi. Enfin, je faisais les courses et puis voilà, quoi. Donc bref, la meuf inconsciente, parce que si le cheval était tombé malade, autant vous dire que personne n'aurait pu payer. Bref, et du coup, je me mets à chercher mon cheval. J'avais 1 000 € de budget, je me rappelle, à l'époque. Et je me mets à chercher mon cheval, mon premier cheval. Donc j'en ai vu plusieurs. Alors forcément, dans ces budgets-là, donc c'était il y a très longtemps, hein, c'était en 2005, donc c'était il y a 20 ans. Spoiler, Gitan est toujours vivant. Il a 33 ans aujourd'hui. Et du coup, je tombe sur Gitan, un cheval ONC, mais qui a tout d'un trotteur, et probablement on estime que c'est un trotteur qui a perdu ses papiers un jour ou l'autre, parce que vraiment, le cheval, il a que du trotteur, enfin, il est 100% trotteur, et dans la morphologie, dans sa façon de se déplacer. Et je l'apprendrai plus tard, mais paniquer à l'idée de galoper. Donc vraiment des mécanismes de cheval qui a été entraîné pour les courses ou qui a déjà couru, parce qu'il était vraiment dans un état de panique totale, quand on lui demandait le galop, quoi.
Et donc, mes parents voulaient me faire un cadeau. Je me rappelle qu'ils m'avaient payé le premier mois de pension. Et c'était des pensions, donc je l'avais mis en pension pré, où c'était, je crois, 200 € à l'époque. Et du coup, me voilà dans cette aventure. Donc, imaginez, mon rêve se réalise, mais je passais tout mon temps avec mon cheval. Et c'est vrai que quand je l'avais essayé, j'avais eu un vrai coup de cœur parce que, pareil, je ne l'ai pas su, mais quand je l'ai essayé, il l'avait tranquillisé. Et en fait, quand j'ai galopé avec lui, la première fois que je l'ai essayé, il était hyper calme, hyper zen. Et quand je suis rentrée, je l'ai mis en pension, j'ai attendu quelques jours pour qu'il s'habitue, et après je l'ai monté. Et là, le cheval, hystérique, mais hystérique, vraiment, j'ai paniqué, il m'a fait extrêmement peur, et quand il s'est mis quand j'ai galopé avec lui. Et du coup, s'en est suivi une énorme déception. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui aime d'abord l'animal plutôt que le sport, je me suis dit, tant pis, il me fait peur, mais il est très gentil à pied et c'est mon cheval, donc je l'accepte comme il est et je vais travailler pour arriver à faire quelque chose avec lui. Et j'étais dans une pension à l'époque qui venait d'ouvrir et j'y connaissais absolument rien. Et en fait, la femme qui tenait cette pension, elle était un petit peu spéciale, on va dire ça comme ça. Et en fait, elle m'a accueillie super bien et elle m'a dit, écoute, je vais bien m'occuper de ton cheval, tu verras, je ferai comme si c'était le mien, ne t'inquiète. Alors moi, j'étais ravie. Je payais à l'époque une pension et j'avais quelqu'un qui venait de me dire qu'elle s'en occuperait comme son cheval. Donc pour moi, je me suis dit, mon cheval est en sécurité, je suis trop bien, trop contente, quoi. Sauf que j'étais très assidue et au McDo, je travaillais à temps partiel. Donc en fait, ça dépendait des horaires que j'avais, mais je faisais soit du coupé, soit j'étais du matin, ou soit j'étais carrément du soir. Donc j'avais tout mon temps pour aller monter mon cheval tous les jours. Et en fait, je venais tous les jours. Et plusieurs fois, je la vois, je ne vois pas mon cheval dans son pré. Et je le retrouve à la salle de pansage, je le retrouve, elle, en train de le longer. Elle en train de s'en occuper dans la salle de pansage. Et je lui demande, je dis, mais pourquoi Gitan, tu le longes pourquoi Ah, parce que je voulais voir comment il était, c'est pour t'aider, pour te donner des conseils. Bon, ok. Et un jour, j'arrive aux écuries, et là, je la vois sur mon cheval. Alors, il faut savoir que mon cheval, c'est un petit trotteur, il doit faire 1,55 m. Il était très fin, assez fit quand je l'ai eu. Il a un petit peu la carrure, il fait un peu poney. Et cette femme, elle était assez forte, mais vraiment très costaud, quoi. Vraiment en surpoids. Et en fait, le rapport poids-taille n'était pas du tout respecté. Et auquel cas, mon cheval, quand je l'ai eu, il avait le dos faible, il fallait le muscler. Donc à l'époque, je ne savais pas trop, mais c'est ce qu'on m'avait dit, etc. Et il avait tendance à avoir la tête très en l'air, comme les trotteurs, ce qui fait qu'il se creusait le dos. Donc, on dit communément muscler le dos, mais on ne muscle, au passage, des formations professionnelles, mais on ne muscle pas le dos du cheval. On muscle les abdos qui remontent en fait les muscles du dos et les relâche. Donc quand on dit muscler le dos, c'est vraiment un abus de langage et moi je l'utilise et c'est à tort en tant que masseuse, mais on ne muscle pas le dos du cheval, mais on le détend. Et on le change de sens, en fait. En fait, les muscles du dos se détendent parce que les abdos sont bien musclés et contractés et relèvent le ventre, ce qui relève la colonne et donne un dos harmonieux et assez, entre guillemets, plat, au lieu d'être complètement concave, là, comme une banane, quoi. Donc, on ne muscle pas le dos du cheval. Je tenais à dire ça parce que c'est une erreur de ma part de dire ça parce que ça n'existe pas. Mais bref, et donc, elle me sort ça, elle me dit « Non, mais... il faut le muscler, ton cheval, faut bien le travailler. Donc, moi, estime-toi, elle m'envoie chier. Elle me dit, estime-toi heureuse que je le monte. Et là, je lui dis, mais en fait, je t'ai rien demandé, quoi. Je ne veux pas que tu montes mon cheval. En fait, c'est mon cheval. Je t'ai pas demandé de le travailler. Et en plus, à l'époque, j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans. Et elle avait peut-être 10 ans de plus que moi. Je ne me suis pas du tout permis de dire ça, mais j'avais envie de lui dire. Et en plus, tu lui fais mal au dos.
clairement, le cheval, il avait des signes de détresse. Et à l'époque, j'y connaissais rien. Et je voyais bien qu'il n'était pas bien, quoi. Et bref, on se chamaille, ça se passe pas bien. Et je décide de partir. Et je pars dans une écurie où je suis restée très longtemps, une écurie de complet, où j'ai été encadrée pendant des années avec mon cheval, avec Gitan. Et en fait, cette personne qui s'appelle Stéphanie, elle m'a beaucoup appris et elle a commencé à me donner des cours. Et j'avais un petit galop 4 et j'ai pris des cours avec elle avec mon cheval pour arriver à m'en sortir avec mon cheval. Et en fait, je kiffais prendre les cours avec elle parce qu'en fait, je progressais et je comprenais mieux mon cheval. Elle me faisait sauter avec, elle le prenait comme il était, c'est-à-dire que il galopait pas très bien, c'est pas grave, on trouvait des opportunités de quand il était détendu dans un bon mood, on galopait un peu, puis s'il n'était pas bien, on galopait pas. Pour les obstacles, elle me mettait beaucoup de lignes, elle avait travaillé avec, notamment, elle avait été élève de Yvan Scherer, qui est le père de Rodolphe Scherer, pour ceux qui connaissent, qui est un cavalier complet, avec une méthode où on met le cheval très en méthode Pradier, où on va étendre beaucoup la ligne du dessus. Donc pour le dos de mon cheval, c'était vraiment bien. Elle travaillait beaucoup avec des lignes de mécanisation à l'obstacle, donc moi, ça me donnait énormément confiance. Et mon cheval, il était mécanisé dedans, donc Gitan, il était très franc à l'obstacle. Il n'y avait vraiment aucun problème avec lui, c'était juste au galop que c'était compliqué, quoi. Donc pour enchaîner, c'était toujours très délicat, parce que le galop, il était ingérable, mais franchement, ça se passait plutôt bien. Et ça se passe tellement bien que j'en viens à faire des petits concours. Je fais mon premier concours avec mon cheval, je me rappelle, j'étais terrorisée. Et puis, mes amis commençaient à connaître ma passion, à se dire « Ah bon, t'as un cheval, mais c'est trop bien !» Donc j'avais des amis qui venaient le voir, je partageais ça avec eux. Je me rappelle d'avoir une copine du McDo qui me dit « Non, mais moi j'ai fait du cheval, vas-y, je le monte !» Elle l'avait monté, elle s'était fait embarquer au galop, elle avait eu trop peur, enfin bref. Et je commence à partager ma passion avec plein de copains, plein de collègues. Ma filleule, Émilie, qui se met à cheval également, donc elle est plus jeune que moi, on a 10 ans d'écart, quasi 8 ans d'écart. Et du coup, elle s'est mise à cheval à cette époque-là, adolescente. Et du coup, quand elle venait en vacances, on partageait ça, elle montait mon cheval. Et vraiment, j'ai des très bons souvenirs du pré-danseur. Ces écuries s'appelaient comme ça. On faisait des balades, des trottings. Mon cheval était vraiment beau. Et j'arrive petit à petit à passer mes galops. Donc je passe mon galop 5, je passe mon galop 6, mais je passais toujours mes galops avec les chevaux de Stéphanie du centre équestre parce que en fait mon cheval au galop c'était impossible. Et je me rappelle avoir dit à Stéphanie, moi mon rêve c'est de passer le galop 7 avec mon cheval. Je veux faire le dressage avec mon cheval. Je savais que l'obstacle, c'était pas possible parce que Gitan, vu son galop, c'était très compliqué d'enchaîner 1 mètre, 1 mètre 5, je crois que c'était à l'époque le galop 7, parce que on allait au casse-pipe, quoi, hein. Et puis j'avais déjà eu un accident avec lui, une fois sur une ligne de mécanisation, on arrive à sauter Stéphanie, elle aimait bien monter un peu les barres, donc on sortait de la ligne, il y avait un peu gros, entre guillemets, quoi. Il y avait peut-être 1m10, 1m15, un auxerre qui était pas très large en plus, mais voilà. Et Gitan, il avait un cœur de trotteur, comme on dit, un cœur en or, donc il sautait tout. Mais par contre, il y avait des fois, il pouvait pas, quoi, hein. Il avait pas beaucoup de force, il galopait très très mal, donc le pauvre, il donnait ce qu'il pouvait. Et là, c'était un poil gros, je pense, pour lui. Et puis moi, cavalière de mes deux, avec une position où je le gênais plus qu'autre chose, je dois me retrouver à moitié en georgette. Et le cheval s'arrête. J'avais quand même un protège-dos, hein, je me rappelle à l'époque. Mais je casse un chandelier avec le côté de mon dos. Et là, big accident. Je me retrouve je le sais pas sur le coup. Je décide de remonter mon cheval, de ressauter. Mais quand je ressaute, je me mets à hurler de douleur. Et j'ai une espèce de douleur, mais indescriptible dans le dos. Et je me rappelle ne pas savoir comment rentrer chez moi tellement j'avais mal. Et en fait, je rentre chez moi, je m'allonge et je me souviens être restée 3 jours dans le lit, à plus pouvoir bouger.
Et au bout de 3 jours, mon copain me dit, bah là, non mais franchement, on va aux urgences en fait. Parce que c'est pas normal que tu puisses plus bouger au bout de 3 jours, quoi. Et je vais aux urgences. Le gars des urgences, il me dit, bon, ça fait 3 jours que vous avez eu l'accident, donc c'est que ça va. En plus, vous marchez, vous allez prendre des Doliprane et puis c'est bon. Et moi, je lui dis, non, faites-moi une radio parce que je vous jure que la nuit, je hurle de douleur. Il me dit, ouais, mais ça, c'est la contusion, vous avez eu un choc en plus, vous avez peut-être eu peur. Et je lui dis, faites-moi une radio. Je me fâche. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas trop de caractère, mais j'en avais quand même, quoi, assez pour le dire au mec, vous allez me faire une putain de radio, quoi. Donc le gars, il fait la gueule, il me dit, bon, on va vous faire une radio. Et je me rappellerai toujours que le mec, il revient, mais son expression de visage, le mec, désolé, quoi. Mais il n'y avait pas d'autre mot. Il était navré. Et il vient me voir et il me dit, excusez-moi, heureusement que vous m'avez dit de vous faire une radio, parce que vous avez une transverse de lombaire, un petit os qui tient la lombaire, qui est fracturé, quoi, en 1000 morceaux. Et il me dit, mais franchement, vous ne m'auriez pas obligé, entre guillemets, à vous faire prendre une radio, ça serait passé à travers, et vous auriez été boiteuse et quasimodo à vie, parce que je marchais comme une mémé, quoi. Donc le mec, il me dit, par contre, le souci, c'est que ça fait 3 jours, qu'on ne peut rien faire à ce niveau-là. Donc, j'ai pas d'autre moyen que de vous dire de rester alité pendant 1 mois. Ensuite, vous pouvez commencer à faire ci, à faire ça. Et en gros, 6 mois à rien faire, quoi. Et là, mais mon monde s'écroule. Je commence à prendre du plaisir avec mon cheval. Je suis en train de passer mon galop 7. Et puis, il y a tout qui... voilà, tout s'effondre. Et 1 mois alité, alors j'avais le droit de bouger pour aller aux toilettes et puis manger, quoi. Mais moi, c'est pareil, heureusement que j'avais quand même... j'étais en arrêt de travail, donc je touchais un petit peu, mais je touchais vraiment rien du tout, parce que c'était pas du tout un accident de travail, c'était un accident en dehors. Et puis, voilà, fallait toujours payer la pension de mon cheval, quoi. Donc, mon copain, à l'époque, il était vraiment cool et il m'avait dit « T'inquiète, on gère et tout ». Et puis, c'est vrai que mon cheval se retrouve sans cavalier, quoi. Et j'étais en train de préparer Galop 7 et j'avais pas envie qu'il se démuscle parce que il avait tendance à perdre facilement du poids, quoi. Et à l'époque, alors je sais pas si ça va vous parler, hein, les meufs de l'équitation, hein, c'est sûr, mais sur le forum FFE, il y avait des forums à l'époque et on avait des espèces de groupes où on pouvait discuter entre nanas du 85, et en fait les groupes s'appelaient... C'est comme les groupes Facebook pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est comme les groupes Facebook d'aujourd'hui, sauf que ça s'appelait des forums, et c'était dans des espèces un peu un Discord, et c'était dans des rubriques, et on se retrouvait dans des salons, et dans ces salons-là, on se faisait des sujets, des groupes internes, et on parlait entre nous. Et du coup, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait je sais plus comment, et il y avait une nana... je me rappelle plus du tout comment elle s'appelait. Je me rappelle de son pseudo, c'était Nash quelque chose. Et donc cette nana, on va l'appeler Nash. Nash, elle me dit, écoute, j'habite pas si loin que chez toi. Elle habitait à 1h et demie, je crois. Elle me dit, je vais venir régulièrement monter ton cheval. Et franchement, la magie, pas des réseaux à l'époque, parce que c'était pas des réseaux, mais presque, quoi. Mais la magie du forum FFE, la nana, elle venait me monter gitan. Je sais pas combien de fois elle est venue, mais un paquet de fois, quoi. Et elle venait monter comme ça, elle me demandait rien. Elle montait super bien, elle était super douce en plus. Et moi, je me rappelle, je venais, je m'asseyais à côté de la carrière et puis je la regardais faire et tout, et j'adorais. Et c'est vrai que, cette meuf, elle m'a un peu sauvé la mise parce qu'elle a travaillé mon cheval pendant tous les mois où j'étais alitée, enfin que j'ai rien pu faire. Et en gros, ça a duré 6 mois en tout, hein, où je pouvais pas monter à cheval. Et au bout de 6 mois, je me suis remis à cheval. Mon cheval, du coup, elle est pas venue pendant 6 mois, hein, mais elle est venue pendant un certain temps, hein, je me rappelle plus. Et puis, du coup, au bout d'un moment, je commençais à être à peu près valide, donc je le longeais, etc. Donc, il a fait beaucoup de longes. Et puis, je remonte dessus et je reprépare mon galop 7. Et je me rappelle avoir déroulé la reprise non officiellement de galop 7. Et en fait, je me rappelle avoir fait des super départs au galop et tout et tout.
Et Stéphanie, à la fin, vient me voir, elle me dit « Mais Steph, c'est super génial ce que tu as fait. Ton cheval, il était super calme, bravo et tout ça. » Et elle me dit « Mais pour moi, t'as fait le job, t'as le galop 7 avec ton cheval, mais pour l'épreuve officielle avec il y avait une monitrice d'extérieur qui venait, un juge, hein, elle me dit, on va, pour être sûr, prendre un cheval du centre équestre que tu connais et qui est très facile, qui n'a pas de problème de départ au galop. Parce qu'elle me dit, imagine si t'es un peu stressé et que ton cheval, tu le transmets à ton cheval, tu vas louper ton galop 7 et c'est dommage parce que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça le mérite et tout et tout et tout. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis je passe mon galop 7 et je réussis à avoir donc mon galop 7. Donc je n'ai pas passé officiellement mon galop 7 avec Gitan, mais j'ai quand même eu ce souvenir de Stéphanie qui me disait que c'était une super reprise et que voilà, good job quoi, le job était fait quoi. Et Gitan, donc après le pré-danseur, j'ai eu mes chevaux. Je dis mes chevaux parce que j'ai acheté ensuite ma première jument de compétition où vraiment c'était pour faire de l'amateur puisque j'avais mon galop 7 et je pouvais enfin passer en amateur. Sauf que Gitan, je pouvais pas aller plus loin que de la club avec lui puisqu'il était ONC, donc origine non constatée, et surtout il n'avait pas les moyens physiques d'aller plus haut qu'une club 1. Et c'était déjà super bien. Et j'étais déjà super fière de faire de la club 1 avec lui. Et je ne sais même pas si j'en ai fait beaucoup des club 1 avec mon cheval. Et du coup, je décide d'acheter une autre jument. Alors, entre-temps, je travaillais plus au McDo. J'avais pris mon courage à deux mains et j'avais été tapée aux portes d'un magasin qui vendait des meubles et qui recrutait des vendeuses. Et j'avais été prise, donc... J'étais payée à la commission, j'avais un fixe plus une commission et je commençais à bien gagner ma vie, quoi. Et avant les meubles, j'ai eu une période où j'ai arrêté le McDo. J'ai fait des études, j'ai repris mes études d'auxiliaire vétérinaire. J'ai passé mon diplôme d'auxiliaire vétérinaire que j'ai eu et j'ai travaillé en clinique vétérinaire. Sauf que ça s'est mal passé dans le sens où c'était très difficile psychologiquement pour moi. Je pense que j'étais très jeune, trop jeune. Et puis c'est très dur d'être auxiliaire vétérinaire, notamment en chirurgie, parce qu'on voit beaucoup de choses difficiles, puis des accidents, des animaux qui meurent et tout. Et moi, c'est trop dur. Donc j'ai arrêté mon métier d'auxiliaire vétérinaire pour vendre des meubles. Tout simplement, j'ai voulu carrément changer de branche parce que ça m'avait vraiment brisé le cœur. Et du coup, je décide d'acheter ma jument Paloma. Mais ça, je vous le raconterai dans un autre podcast, puisque ça sera son histoire à elle. Et donc, Gitan, de son surnom Titi, est toujours vivant aujourd'hui. Il a 33 ans, il vit chez mes parents. Il a plus de dents, il voit plus rien, mais il est encore très beau et en pleine forme. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille le voir pour, prendre de ses nouvelles. Et c'est vrai que je suis très contente parce qu'il vit une retraite hyper heureuse dans 4 hectares de terrain avec 2 autres copains. Et du coup, ma mère s'en occupe vraiment très très bien, vraiment vraiment. Et alors pourquoi il est arrivé chez mes parents ? Tout simplement parce que quand j'ai eu Paloma, je les ai eus pendant tout un moment au pré. Et ma mère est complètement tombée amoureuse de Gitan. Et elle s'est mise à l'équitation avec lui à l'âge de 55 ans. 50 ans, je sais plus. Bref, assez tard. Et en fait, quand j'ai vu ça, elle était tout le temps à s'en occuper. Elle venait très très régulièrement au cheval pour s'en occuper, tout ça. Et je me suis dit, un jour, à la fête des mères, je me suis dit, je vais changer la carte de propriétaire et lui offrir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai changé le nom sur la carte de propriétaire et je lui ai offert. Alors je savais très bien en lui offrant qu'il n'allait pas aller bien loin, donc j'allais toujours le garder entre guillemets dans la famille. Et ma mère a été tellement dingue de lui que
elle allait bien s'en occuper. Et du coup, elle l'avait rapatriée à côté de chez elle en pension, où elle a fait de la balade, pris des cours. Bref, elle a appris l'équitation sur lui. Et ce cheval, il aura vraiment donné goût à cette passion à 2 membres de la famille. Et il a vraiment fait son job. C'était un super cheval d'extérieur. Il n'avait pas peur de grand-chose. Il était très calme, il était gentil. Bon, des fois, il faisait des petits demi-tours, mais vite fait, quoi. Mais il a toujours été adorable. Ça n'a jamais été un cheval qui a donné un coup de cul pour virer ou quoi que ce soit. C'était vraiment un très, très, très gentil cheval. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, ma mère, après, mes parents ont vendu leur maison et ils ont acheté une propriété équestre où ils ont pu avoir mon cheval gitan, qui est le cheval de ma mère aujourd'hui, avec eux. Et mes parents ont acheté donc 2 autres chevaux ensuite. Et ouais, voilà, gitan, il vit dans 4 hectares. Il y a un petit bois, enfin bref, c'est un petit peu le paradis des chevaux. Il y a des stabules, des très grandes stabules où ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Ils sont pas du tout enfermés. Enfin, c'est vraiment le paradis et je suis très très contente qu'ils finissent ces jours comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment lui qui m'a donné. Enfin, j'étais passionnée avant lui. J'aimais ça, mais j'y allais 1 à 2 fois par semaine. Je prends mes cours d'équitation, j'y allais le mercredi et le samedi. Bon, après, quand j'avais ma demi-pension, j'y allais un petit peu plus, mais ça a été vraiment lui le déclencheur de passer mes journées entières au cheval, les concours, les machins, les bidules. Et c'est vrai que du coup, cette passion, elle m'a pas quittée depuis. Alors aujourd'hui, je dirais, j'ai levé le pied. Je suis beaucoup moins au cheval que je l'étais. Parce que je pense que j'ai fait aussi une overdose. J'ai eu mes chevaux pendant 10 ans à la maison. Donc, c'est tous ceux qui ont eu leurs chevaux et qui ont un travail très prenant savent que c'est compliqué de concilier les deux et qu'au bout d'un moment, on pète un plomb. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus toute la journée au centre équestre à être avec mes chevaux, hein. Je profite ailleurs, je m'épanouis dans d'autres sports aussi. Mais mes chevaux, voilà, c'est mes animaux, je les aime trop, quoi. Et c'est vrai que Gitan, c'était un petit peu le point de départ, c'était mon rêve de petite fille. Et j'ai eu la chance, enfin, je me suis donné les moyens, j'ai envie de vous dire, mais j'ai eu la chance de réaliser tous mes rêves d'enfant. J'ai rêvé avoir un cheval, je l'ai eu, j'en ai eu plein. Enfin, j'en ai eu plein, oui, j'en ai eu plein tout au long de ma vie. J'ai rêvé avoir mes chevaux chez moi, avec une propriété équestre. J'ai réalisé ce rêve. Aujourd'hui, j'ai vendu ma propriété équestre, et c'était volontaire. Enfin, déjà, je divorçais, et puis de 2, c'était volontaire parce que je voulais plus mes chevaux chez moi. Mais bref, je suis hyper heureuse parce que j'ai réalisé tous mes rêves. Et si je peux donner un conseil à la con à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui a un rêve de gamin ou de gamine et qui n'a pas encore réalisé, mais il faut le faire en fait. La vie, elle est vraiment trop courte. Donc, si vous avez un rêve de gamin, même si vous avez 50 balais, j'ai envie de vous dire, foncez, il faut le faire. C'est maintenant ou jamais, hein. Moi, je me dis, c'est pas quand j'aurai 80 ans ou 90 ans, si j'arrive jusque-là, à me dire, oh, si j'avais su à 40 ans quand je voulais réaliser mon rêve. Non, 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 moi les rêves, dès que j'en ai un, je me donne les moyens de les réaliser, quoi. Enfin, dans la mesure du possible, hein, dirons-nous. Donc voilà, c'était l'histoire de mon petit gitan, Titi pour les intimes. Et la prochaine fois, bref, je vous raconterai, peut-être pas la prochaine fois, mais je vous raconterai dans les autres podcasts l'histoire donc de Paloma qui a suivi. Et puis après Paloma, il y a eu Whitney. Et puis après Whitney, il y a eu Tifozzo. Puis Mimi Gratte-Cul, puis Mumule. Donc vous aurez toutes les histoires de chacun de mes chevaux. Et je remercie encore Lulu pour m'avoir donné cette super idée. C'était Steph de Ponycorn. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h pour un nouveau podcast.